Il est exceptionnel ce petit crack. If you believe you can fly, you can. So it was kind of inspiring me, to say I can fly today. And that's the way I rode light, like I would have wings and I could fly. Mon père, il achète beaucoup de chevaux en France. Donc, mon meilleur chevaux sont toujours des chevaux français. Compétition. But she jumped so good, and I thought, she only did one round yesterday. She jumped amazing yesterday. Cheval sauté, c'était un rêve. J'avais mon parcours qui défilait exactement de la façon dont on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Cavalope. Hello! Aujourd'hui, je vous propose une envolée vers les traditions asiatiques. Non, vous ne vous êtes pas trompé, vous êtes bien ici avec Cavalope. Partons à la découverte du shiatsu équin grâce à Hervé Eugène, fondateur de la première école française de shiatsu. Mon admiration a toujours été grande face aux médecines douces et à la volonté attenante qui est celle d'apprendre le langage des corps. Montez à bord pour un enrichissement garanti. Hervé a retracé ses expériences, sa rencontre avec le karaté qui lui a permis de découvrir le shiatsu dont il s'est tout de suite passionné. Il y a des contes qui vous marquent et celui-ci l'a été tout particulièrement pour moi. J'ai rencontré un grand monsieur qui vit dans la recherche permanente de façon à nourrir son pragmatisme avec l'unique volonté de comprendre pourquoi. Le reflet de ces années de recherche s'est illustré dans les 16 livres qu'Hervé a écrits avec l'envie de savoir et de le partager. De ses voyages au Japon à la rencontre de ses mentors, de la médecine douce à la médecine plus traditionnelle, nous avons exploré tant de sujets dans ce podcast qui, je suis certaine, sauront vous ravir. Nous avons enregistré cet épisode à distance et je voulais vous dire, je suis désolée par avance du bruit que vous pouvez entendre en arrière-plan lorsque je parle. Comme vous le savez, je me trouve en Martinique et la nature s'exprime autour de moi. Et d'ailleurs, moi j'adore ça. Alors j'ai l'envie que cela ne vous dérange pas. J'espère que cet épisode pourra vous amener à la réflexion et saura vous diriger vers ce qui vous convient. Profitez de ces instants et soyez bien attentifs, c'est tellement inspirant. À tout à l'heure. Bonjour Hervé. Oui, bonjour Nolwenn. Alors aujourd'hui on va aborder le shiatsu dont vous avez la maîtrise. Donc tout d'abord je vais vous laisser vous présenter. Eh bien en fait je suis prof de karaté à l'origine et donc j'ai appris le shiatsu en même temps que le karaté. Et en 97, donc ça faisait déjà 25 ans que je pratiquais, j'ai ouvert une école à Tours de shiatsu pour les humains. Et puis c'est l'époque aussi où s'est créée une fédération à laquelle j'ai appartenu, qui s'appelait la Fédération française de shiatsu traditionnel. Donc j'ai fait partie du bureau pendant pas mal d'années. Et puis ensuite, en 2005, j'ai créé l'école de shiatsu équin après avoir travaillé pendant 3 ans pour la première école, donc l'école écossaise, qui avait ouvert en 2002. Voilà en gros mon parcours par rapport au shiatsu humain et équin. D'accord. Et donc, est-ce que vous avez un lien avec les chevaux ? Enfin, est-ce que vous étiez cavalier avant Alors pas du tout. Non, pas du tout. J'étais pas cavalier du tout. J'ai eu à former Christelle Pernaut en shiatsu humain et qui était celle qui a créé la première école de shiatsu pour les chevaux en France. Donc, elle m'a demandé d'enseigner pour elle. Et donc, à ce sujet-là, j'ai été obligé d'approfondir ma connaissance dans le cheval parce que j'étais pas cavalier du tout, j'avais pas de connaissance particulière du cheval. Donc, j'étais obligé d'aller comprendre comment ça fonctionnait, les relations, le rapport avec l'humain, etc. Et donc, ça m'a forcé à pas mal travailler, en fait, pour arriver à comprendre tout ça. Oui, c'est sûr que ça doit être quand même bien différent. Et puis en plus, il faut pas avoir l'appréhension, je dirais, de l'animal non plus pour pouvoir l'aborder. Ouais, parce que c'est un animal qui est important, qui a des réactions particulières, qui peuvent être vives. Donc il faut être en sécurité tout le temps. Mais bon, ça s'est passé assez bien pour moi. J'ai eu de la chance. J'en ai profité pour monter un peu d'ailleurs à l'époque. Après j'ai eu des chevaux à moi, etc. Donc maintenant je suis bien, ça fait quand même maintenant 17 ans. Ouais, 17 ans que je suis là-dedans. Donc ça va, j'ai 2-3 notions maintenant qui ont été acquises. Oui, j'imagine. D'accord. Donc ensuite on reparlera peut-être des parallèles qu'on peut faire entre le shiatsu avec les chevaux et avec l'humain.
Mais tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous parler de votre école qui se nomme l'École française de Shiatsu? Quelles sont les formations que vous y proposez? Combien de temps est-ce que cela dure et comment est-ce que ça se déroule notamment? Oui, donc l'école française, en fait, elle s'est appelée école française parce qu'au départ, mon école, elle s'appelait école Tourangelle de shiatsu traditionnel. Voilà. Et puis quand j'ai créé l'école de shiatsu pour les chevaux, à ce moment-là, je suis passé à école française pour me distinguer de l'école écossaise. Voilà. Donc c'est assez simple comme principe. Voilà, je l'ai appelé école française. Donc dans cette école, on y fait du shiatsu pour les chevaux, on y fait aussi du shiatsu pour les humains, mais pas en tant que formation initiale. C'est-à-dire que les gens qui viennent en formation pour l'humain chez moi, c'est des gens qui en principe ont déjà un bagage. C'est-à-dire, par exemple, ils sont déjà praticiens de shiatsu équin. Donc, c'est une formation qui est uniquement pratique. Il y a très peu de théorie, puisque la théorie était censée être acquise dans la première partie, c'est-à-dire la partie équin. D'accord. Voilà, puisque dans cette partie-là, on va faire tous les fondamentaux de la médecine chinoise. Mais cette année, j'ai remis en place un cours que j'ai fait pendant pas mal d'années, qui s'appelait les trésors de la médecine chinoise, et qui sont en fait les fondamentaux. C'est-à-dire yin-yang, 5 éléments, les substances, jing-qi-shen, le psychisme, les organes et les entrailles. Voilà, tout ce qui est vraiment théorie fondamentale de la médecine chinoise, de manière à pouvoir accueillir des gens qui n'auraient pas fait la formation Eiki. Par exemple, des gens qui font, je sais pas, du Reiki, du magnétisme, et qui ont pas envie de faire du shiatsu pour les chevaux, mais qui ont envie de pratiquer sur des humains. Voilà, donc comme moi j'ai des prérequis pour cette formation, j'ai remis en place ce petit cursus, qui est un cursus très court, hein, de 5 stages de 2 jours, et ça permet de prendre connaissance de tous les fondamentaux et d'avoir le même discours. D'accord, très bien. Et d'ailleurs, est-ce que vous pourriez nous parler du shiatsu en lui-même, de son histoire, mais aussi des différences qui peuvent être avec d'autres disciplines, comme vous le disiez? Ouais. Alors le shiatsu, c'est une méthode thérapeutique japonaise qui est issue vraiment de la médecine chinoise. C'est-à-dire que dans la médecine chinoise, on trouve une notion qui est le massage, le Hanmo et Tuina. Et cette technique manuelle chinoise a été transportée au Japon à l'époque des échanges entre le Japon et la Chine sous la forme de Hanma. Hanma, c'est l'ancêtre du shiatsu en fait. Donc ça a été pratiqué rapidement par les aveugles comme méthode de relaxation. Et certains thérapeutes de l'Hanma ont voulu se distinguer en appelant ça le shiatsu. Shiatsu, ça veut dire technique avec les doigts, hein, shi-atsu, shi c'est le doigt, mais ça peut vouloir dire aussi mettre le doigt dessus. Donc ça veut dire essayer d'avoir la bonne compréhension et puis de donner le bon signal pour que le corps puisse répondre. Voilà. Donc c'est une technique très simple, pression, relâchement sur les tendinomusculaires, c'est-à-dire des grands groupes musculaires qui fonctionnent entre eux et qui sont en relation avec des grandes fonctions du corps humain. Donc ça permet à la fois de mettre en place les systèmes de défense du corps, mais aussi d'apporter pour la personne qui pratique le shiatsu, d'avoir un bilan énergétique qui va permettre de mettre en place des stratégies après qui sont au niveau des points d'acupuncture, mais pas que. On peut aussi avoir des conseils sur l'alimentation, le mouvement, la respiration, etc. Tout ça, ça va être dirigé par l'observation qu'on aura faite pendant la séance de shiatsu. Donc la séance de shiatsu, elle fait à la fois le traitement et le bilan. Voilà, c'est une technique très intéressante, très simple, qui ne demande pas d'outils. Par contre, qui demande une bonne pratique pour pouvoir acquérir les ressentis nécessaires pour comprendre un peu ce qui se passe sur le corps, que ça soit sur un cheval ou sur un humain. D'accord. Après, la différence avec d'autres techniques comme le Reiki, c'est un peu notre magnétisme à la japonaise. C'est basé sur les mêmes principes, en fait, hein. Travail à distance. Après, par rapport à l'ostéopathie, par exemple, le shiatsu, il va avoir des techniques qui sont proches des techniques ostéopathiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle les kansetsu shiatsu, qui sont en fait des techniques d'ajustement structurel. Mais en plus, le shiatsu, il a cette base théorique qui lui permet de comprendre à travers les principes de la médecine chinoise, hein, de l'énergétique orientale. Donc ça nous permet d'avoir une très très bonne compréhension par rapport à l'observation des tissus, des organes d'essence, des fameux méridiens, là, des tendinomusculaires. On va arriver à comprendre comment ça marche pas, et puis comment il faudrait faire pour que ça marche mieux. Pour moi, c'est super intéressant parce que j'adore les sujets, mais
C'est vrai qu'il y a plein maintenant de disciplines différentes et comprendre vraiment les différences ou tout ça, c'est pas toujours facile. Ouais, mais à un moment donné, de toute façon, il faut savoir un truc, c'est que on travaille de toute façon, quelle que soit la technique, on va travailler en gros sur le parasympathique. Donc c'est-à-dire que nous on a deux grandes fonctions, une fonction qui nous permet de nous mettre en veille et de répondre à des attaques, l'orthosympathique, donc là qui demande beaucoup d'énergie, qui est fatigante, qui est épuisante et qui nous met en vigilance permanente. Ça c'est le monde moderne. Et puis le parasympathique, c'est ce système qui nous permet de prendre du recul et de se dire est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me défende. Et ce parasympathique, par contre, il a que 4 secondes pour intervenir en cas de stress. Donc, quand on a bien musclé son parasympathique en amont, c'est-à-dire par de l'entraînement, etc., par des soins énergétiques, des choses comme ça, des techniques comme le yoga, enfin bon, tout ce qui existe dans la panoplie, eh bien, on va avoir une meilleure réponse au stress et donc on aura moins d'usure et on sera moins malade et on vivra beaucoup mieux. D'accord. Donc oui, c'est très bénéfique sur l'aspect psychique aussi, donc c'est bien. Ah bah oui, de toute façon, ouais. Il y a une trilogie, il y a le corps, l'esprit et la fonction. Donc à un moment donné, c'est un système qui est en interrelation permanente. On ne sait pas qui fait quoi. Est-ce que c'est l'esprit qui commande la fonction? Est-ce que c'est la fonction qui commande la structure? L'ostéopathe nous dit c'est la structure qui gouverne la fonction. Moi, je suis pas toujours d'accord. Parfois, la fonction peut modifier très largement la structure. Par exemple, quand il y a un désordre organique, eh bien, on va retrouver ça au niveau des ce qu'on appelle les métamères. Donc c'est-à-dire des segments rachidiens qui gouvernent tout un grand secteur et donc une fonction, un grand système fonctionnel. Et donc automatiquement, si ce système fonctionnel est en panne, il y a de fortes chances pour que la structure s'en ressente et l'esprit bien sûr avec. Et les comportements, si on parle des chevaux par exemple, on parlera pas obligatoirement d'émotions ou choses comme ça, mais on parlera de comportements. Et en fait, les comportements seront liés complètement à l'aspect physiologique et structurel du cheval. D'accord, ouais, je vois bien. Et par rapport aux praticiens, je dirais, les personnes qui réalisent le shiatsu, est-ce que y a des prédispositions à avoir de la sensibilité ou autre pour devenir praticien? Non, ça s'apprend, tout s'apprend. Nous, ce qu'on va enseigner dans notre pratique, on va enseigner justement le placement, le déplacement, la respiration, qui vont permettre aux gens d'être au bon endroit, au bon moment, et d'avoir les bonnes sensations. Si on est en tension, on ne recevra que ce qu'on donne, en fait. Par exemple, quand on travaille avec un cheval, c'est le cheval qui vient s'appuyer dans nos mains. C'est pas l'inverse. Donc nous, on est d'abord receveur et ensuite, on va répondre. C'est-à-dire que c'est une technique qu'on pourrait qualifier de dialectique. C'est-à-dire qu'à chaque question, il y a une réponse. Donc le cheval, il va venir s'appuyer sur nos mains et nous, on va répondre à sa pression. Et lui, il va répondre à notre pression. Etc. Il y a un échange qui se fait en permanence et qui va permettre justement de modifier des systèmes fonctionnels et puis en même temps, je vous disais, d'avoir un bilan par rapport aux tensions, à la chaleur, au vide, etc. D'accord. C'est vrai que moi, du coup, comme je vous le disais, je suis assez fan de ces pratiques pour améliorer le bien-être du cheval. Et aussi une question que je me suis toujours dit, c'est comment est-ce que on arrive sur un cheval, du coup, en comparaison avec l'humain qui est beaucoup plus gros et conséquent, à trouver vraiment les points qui vont faire que ça va changer quelque chose et améliorer, et du coup j'avais l'impression qu'il y avait un lien avec la sensibilité. Ça dépend justement du bilan qu'on va faire. C'est-à-dire que dans notre pratique, on va se promener partout. Le shiatsu, c'est une technique globale de traitement. C'est-à-dire qu'on va se promener partout sur le corps du cheval. On va observer donc des grands trajets tendinomusculaires, qui s'appellent dans notre traduction française, qui ont des noms d'organes en fait. C'est ce qui est un peu une erreur fatale, mais bon, et qui vont nous donner des indications sur le bon fonctionnement ou la dysfonction de ce grand système. Par exemple, la vessie qui va gérer globalement tout ce qui est en lien avec l'hypophyse. Donc c'est un grand méridien qui parcourt tout le dos du cheval. Et donc sur ce grand méridien, on va avoir parfois des zones de tension, des zones de vide, etc. Et à partir du moment où on aura fait un bon bilan, on pourra choisir une stratégie. Et dans cette stratégie, on pourra choisir des points. Nous, on va essayer de comprendre, par exemple, les grands syndromes. Quelles dysfonctions? Par exemple, un vide de chi, un vide de yin, un excès de yang, etc. Et à chaque fois, on aura en face des réponses à proposer.
Alors, il n'y aura pas une réponse. C'est pas comme en occidental où on a une maladie et une molécule. Là, ici, on va être dans un symptôme, 20 causes, une cause, 20 symptômes. Donc, on va essayer de comprendre le syndrome, c'est-à-dire la collection de symptômes, et puis de la classer, et à partir de là, de proposer des stratégies à travers des points d'acupuncture, par exemple, pourquoi pas. Ouais. On va pouvoir faire de la digipression, de la moxibution. On fera pas d'acupuncture parce que ça nous est interdit. On n'a pas le droit de piquer, mais sauf si c'est votre cheval, vous avez le droit de le faire, mais pas dans un cadre de soins aux autres. D'accord. Du coup, maintenant, ça me semble plus clair, mais est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi est-ce qu'on dit qu'avec le shiatsu, le cheval se met à parler ? Alors c'est une manière de dire les choses, mais en fait son corps va nous donner des indications. On va comprendre ses besoins, ses dérèglements. De ce point de vue-là, oui, c'est comme si le cheval nous parlait. En fait, il va nous donner des réponses. Dans nos mains, on va recevoir des réponses à nos questions. En fait, le cheval, vous savez, c'est un animal qui est hyper sensible. Ouais. Donc là où sur un humain on va pouvoir faire des erreurs de pression ou quoi que ce soit, sur le cheval on peut pas, c'est impossible. Il est toujours en réponse. C'est-à-dire que à chaque fois qu'on va lui proposer quelque chose, il y aura la réponse en face. Donc c'est une discussion qu'on a avec lui en fait et qui nous permet de le comprendre. Ouais, non, c'est sûr. À quel moment avez-vous souhaité vous orienter vers le shiatsu et quel a été l'élément déclencheur au début de votre carrière ? Ben, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. En fait, moi, j'ai eu la chance et la malchance, d'avoir une pire scoliose. Donc, j'ai une scoliose qu'on dit à 56 degrés, donc quelque chose de injouable, quoi. Théoriquement, on devrait être dans une charrette depuis longtemps, quoi. Et en fait, mon père était boxeur, j'ai voulu faire de la boxe, et ma mère m'a dit non, interdit, pas de boxe. Donc, à cette époque-là, j'ai découvert le karaté. On savait pas trop ce que c'était. C'était en 1970. Le karaté venait d'arriver en Europe, et ma mère m'a dit, oh, ça, je veux bien. Donc, j'ai fait du karaté. Et j'ai eu encore une deuxième chance, c'est que un Japonais est venu habiter chez moi. Il était chef de cuisine et il voulait apprendre la cuisine française. Et en fait, en même temps, il était l'élève direct d'un grand maître de karaté, maître Yamaguchi. Et donc, j'ai été bercé dedans tout de suite. En fait, j'ai commencé en 70. Ça s'est passé en 73, et 3 ans après. Donc, j'étais même pas encore ceinture noire. Et là, je suis passé dans une autre version du karaté, c'est-à-dire pas la version sportive, mais la version où on apprend à entretenir son corps et à rester en bonne santé. Donc l'aspect santé du karaté, je l'ai chopé à cette période-là. Et c'est une période aussi plus tard où j'ai rencontré la méthode Mézières et qui m'a complètement parlé par rapport à ce que je faisais dans le shiatsu que je pratiquais pendant le karaté. Je me suis dit tiens, mais c'est la même chose, on recherche les mêmes choses. Donc j'ai fait du Mézières, j'ai gardé quelques trucs de Mézières, mais j'ai surtout approfondi mon karaté. Après en 90, j'ai rencontré le Tai Chi Chuan, puisque les arts chinois commençaient à arriver en France, parce que la Chine s'était ouverte. Et là j'ai retrouvé mon karaté. Je me suis dit bon c'est vraiment la bonne voie, quoi. Il y a que ça. Ce karaté là, il est incroyable. C'est-à-dire que c'est une méthode de santé totale, globale. Et donc c'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir l'enseigner, partager ce que je savais, quoi, parce que ça faisait déjà quand même plus de 20 ans que je travaillais. Et là, je me suis dit bon, ouais. Puis j'ai eu des demandes, des gens qui m'ont demandé ça serait bien que tu nous apprennes ton truc là et tout ça. J'avais 2 clubs de karaté à l'époque. J'étais salarié de la ville de Tours pour un club et j'avais un club perso en fait. Et donc j'avais pas mal d'élèves et je soignais les élèves, je soignais les parents, etc. Puis donc après on est passé dans le public en fait. Et le shiatsu s'est diffusé à partir de ce moment-là. Ça s'est largement diffusé quand j'ai sorti mes 2 premiers bouquins. C'était les premiers bouquins écrits en français. Donc c'était en 2000. Et là, notre fédération, qui était toute petite à l'époque, on avait 400 adhérents, on est passé à 3000 adhérents. C'était devenu une folie. Les gens ils voulaient tous faire du shiatsu. Voilà, en gros. D'accord. Donc un parcours très simple, hein, en même temps, une continuité, une ligne. Voilà, j'ai suivi la même ligne depuis 50 ans en fait. Voilà. Ouais, d'accord. Et justement, comme vous le disiez, le shiatsu est en voie de développement dans le milieu équin, mais oui. Je pense dans le monde en général aussi. Comment est-ce qu'on peut interpréter ce développement ? Oui, c'est normal parce que les gens, les propriétaires se soignent de plus en plus avec des méthodes naturelles. J'avais participé à une réunion au cabinet du Premier ministre en 2010
sur l'engouement des publics pour les médecines alternatives. À l'époque, on parlait de ça, on pensait qu'on allait faire un tabac avec ça. Et bon, il y a eu des coups de frein après, mais en même temps, déjà à l'époque, on parlait de 40% des gens qui se soignaient avec des méthodes naturelles. Donc c'est pas étonnant que dans le monde du cheval, on retrouve ces mêmes personnes et qu'elles aient envie de soigner leurs chevaux avec des méthodes autres que anti-inflammatoires, antibiotiques, cortisone, enfin, que des trucs qui vont bloquer les systèmes fonctionnels, quoi. Donc là, on va essayer au contraire d'aller dans le sens de la maladie, dans le sens de la bonne réparation, quoi. C'est du traitement plus durable. Il y a deux choses. On peut se soigner rapidement ou durablement. Rapidement, voilà, on prend un médoc, on a l'impression qu'on a soigné les choses. En même temps, on a masqué des symptômes. Et puis durablement, par contre, ça, on va agir sur le végétatif. Et le végétatif, c'est long. C'est comme un paysan qui regarde ses poireaux pousser. Voilà, ça pousse pas en 5 minutes, quoi. Faut le laisser pousser tranquillement. Et ça, ces méthodes de soins-là, on n'est pas encore prêt dans le public à accepter que ça traîne, ça mette du temps. Mais pourtant, le corps, il se répare. Et tout le temps, tout seul. Il sait tout faire. Donc le shiatsu, ça lui permet justement de retrouver des bonnes marques et puis de trouver ses solutions. Enfin, je dis le shiatsu, les autres méthodes aussi, hein. Moi, je parle du shiatsu parce que je suis un passionné de shiatsu, mais plein d'autres choses fonctionnent très très bien également. Toutes les méthodes de soins qu'on rencontre, que ce soit le pilate, le yoga, le tai chi, le qigong, enfin bon, j'en passe, hein, il y a plein de choses. Après, tant qu'on n'utilise pas de substances, on peut tout faire. Il y a zéro risque. C'est le corps qui va choisir sa solution. Ouais, c'est de sa prédilection. Mais dès qu'on va utiliser des substances, par contre, ça peut être plus compliqué. La pharmacopée, par exemple, j'ai un peu peur qu'on sache pas bien le faire. Même ceux qui sont très qualifiés. Ouais. On est proche de l'allopathie, quand même. Ouais, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pratiques à présent et qu'il faut être bien, je pense, bien connaître pour pouvoir faire son choix. Enfin... Chacun va y trouver son bonheur. Moi, je dis le shiatsu parce que c'est mon truc, mais il y a d'autres choses qui correspondront plus facilement à d'autres personnes. Voilà. Donc, comme vous le disiez, enfin, vous allez pouvoir, j'allais dire les pathologies que vous allez pouvoir traiter, mais... En fait, on parle pas comme ça, parce que on parle de pathologie parce qu'on est dans ce monde des gens qui commencent à se réveiller quand ils ont mal partout. Ouais. Mais si on commençait à s'entretenir, on aurait de moins en moins à parler de pathologie. Ouais, c'est ça en fait. Ben oui, c'est un travail en amont théoriquement. Hein, c'est de l'entraînement, quoi. Ouais, c'est permanent. Mais c'est vrai qu'actuellement, on en est encore à soigner des pathologies. Les gens, ils viennent nous voir parce que ils ont mal là, ou leur cheval, il a une boiterie, le cheval, il a une colique, le cheval, il a du stress, il a une pelade. Voilà, on va trouver plein de trucs comme ça. Et nous, il va falloir qu'on réponde d'abord symptomatiquement pour qu'il y ait un semblant de résultat, que les gens ils puissent trouver la patience de faire un traitement. Et puis, en même temps, il faudra proposer un traitement qui s'appelle traiter la racine, c'est-à-dire aller à la cause. Alors, ce qui n'est pas la cause primaire. Hein. On cherche pas à savoir qu'est-ce qui a causé ceci, mais comment ça s'est produit. Plutôt que le pourquoi, on cherche le comment. Ouais. Et sur, je dirais, justement, dans les phases de traitement, comme vous disiez, ça dépend de ce qu'a le cheval. Mais pour vous, quel suivi il faut avoir avec son cheval? En combien de temps est-ce que ça peut être traité? Ça dépend bien sûr de ce qu'il a. Mais je dirais, en continu, quel est le suivi à avoir en termes de fréquence? Alors moi, ce que je fais avec mes clients, en fait, je fais un bilan, je propose une stratégie. Dans cette stratégie, par exemple, je vais proposer des points. Et là, je vais donner un bâton de Moxa, ou je vais montrer aux gens où sont les points, et c'est eux qui vont les faire, tous les jours ou tous les 2 jours. Ça, pendant 3 semaines. C'est la règle. Et puis après, on se revoit, et on refait un bilan. On voit comment ça a bougé, qu'est-ce qui a été modifié. En principe, si c'est quelque chose qui est pris très tôt, ça peut aller très très vite. Si c'est un problème symptomatique pur qui s'est produit parce que il y avait une réponse à un climat, un exercice un peu trop intense, ou des trucs comme ça. Des fois une séance suffit. Le cheval c'est réglé et c'est réglé complètement. Mais si c'est un truc qui s'est installé, qui est venu avec une mauvaise alimentation ou un travail pas très bien adapté ou etc. Je pense qu'il faut 5 mois
pour venir à bout de tout et n'importe quoi. J'avais fait une expérience comme ça, mais en humain. J'avais pris 20 personnes avec des pathologies différentes, plein de choses différentes. Ça allait de la dépression à la céphalée récurrente, avec la trilogie diabète, cholestérol, hypertension, enfin, etc. Sur 20 personnes, il y a un où j'étais obligé d'abandonner parce qu'il y avait rien à faire, on ne pouvait pas avancer. Mais tous les autres, au bout de 5 mois, tout était réglé, sans utiliser de point d'acupuncture, simplement en faisant une séance de shiatsu chaque mois. Vous voyez ? D'accord. Donc, je pense qu'un bon entretien, c'est ça. C'est au départ, on va voir le cheval tous les mois, pendant 3, 4, 5 mois. Puis après, ça peut être 2 fois par an. Voilà, pourquoi pas, ça suffit largement. Puis souvent, moi, je donne des conseils aux gens, donc ils vont faire des trucs eux-mêmes. Petit à petit, ils vont en faire de plus en plus eux-mêmes. Ouais. C'est génial d'avoir fait cette étude justement sur des personnes, fait votre propre expérience, c'est vraiment super. Oui, parce que c'était important de comprendre jusqu'où on pouvait aller, qu'est-ce qu'on pouvait traiter, etc. Alors c'était que des pathologies fonctionnelles, bien sûr. C'était pas des pathologies lésionnelles, organiques. Quand j'ai des gens qui viennent, qui ont un cancer du poumon ou qu'ils ont, une vraie maladie organique, on n'a pas le même discours du tout. On est plus sur entretenir ce qui reste, éviter la propagation. Ça, c'est le premier principe d'un thérapeute, je pense, de n'importe quelle méthode. Mais bon, en shiatsu, c'est comme ça. Éviter la propagation. C'est-à-dire que dans les schémas, on sait, par exemple, quand un organe est touché, lequel va être touché dans la foulée. Donc, le principe, c'est de protéger celui-là. Plus que même de soigner, de tenter de soigner quoi que ce soit. C'est d'éviter que ça se propage. Donc voilà, ça peut faire partie des méthodes de soins aussi. D'accord. Est-ce qu'il y a de grands désordres de ce fait que l'on retrouve souvent chez les chevaux et à quoi sont-ils dus ? Les 3/4 du temps, les désordres, ils sont liés à la présence de l'humain. Voilà, tout simplement. Donc ces désordres, ça va être très fréquemment des boiteries. Des problèmes, alors qu'on appelle grosso modo emphysème en équin, mais qui sont pas de l'emphysème, qui sont des désordres respiratoires, qui peuvent toucher un peu tous les organes en fait. Par exemple, une toux de frustration qui touchera plutôt le foie, une toux qui s'aggrave à l'effort, qui va toucher plutôt le rein, etc. Mais qui sont pas obligatoirement une toux du poumon, comme on pourrait le penser en occidental. Alors on appelle ça emphysème, c'est un grand nom générique. Voilà, on a ça. Après, tous les problèmes de structure, par exemple les diagonales, donc un cheval qui tourne pas bien à droite, pas bien à gauche, qui a des tensions dans l'encolure, à droite ou à gauche. Voilà, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir régler très facilement, en général, avec le shiatsu, sans intervenir au niveau ostéopathique, simplement le fait de réaligner les groupes musculaires. Souvent, ça suffit à régler les 3/4 des problèmes. Le cheval, il est assez bon là-dessus, parce qu'il a quand même beaucoup de tropisme. C'est vraiment ce qui est bon pour lui. Et si on lui donne la bonne direction, il sait faire. Et est-ce que, en termes de discipline que vont pratiquer les chevaux, il y a des dérèglements qu'on peut retrouver spécifiques aux différentes disciplines ? Oui, ça c'est évident. Alors, on est en train de faire un truc là-dessus, c'est sur des fiches techniques par rapport aux différents métiers. Par exemple, là j'ai une fiche sur le trotteur. Il a un entraînement très spécifique et puis un mode de locomotion particulier qui fait qu'il a des désordres obligatoirement. Le galopeur, il a pas les mêmes désordres. Après, on va trouver, nous, on a beaucoup de chevaux de chasse à court, donc qui eux vont avoir des blessures de boulets, des blessures des membres, des griffures. Voilà. Après, ils travaillent dans des terrains complètement variés. Ils se font des grosses blessures, glissades, etc. Voilà. Après, dans le dressage, peut-être moins, parce que c'est un peu moins violent quand même, mais tout ce qui est CSO et compagnie, obligatoirement, dès qu'il y a de l'effort, le complet, avec le cross et tout ça, donc c'est des pratiques qui vont générer obligatoirement des problèmes. Mais j'avais écrit un bouquin sur le sportif en humain, et justement la question, je m'étais demandé si j'avais mis du temps à le sortir parce que je me disais, mais est-ce qu'on peut équilibrer un sportif de haut niveau ? Or, nos chevaux, ceux qu'on met dans les compétitions et tout ça, sont des sportifs de haut niveau. Est-ce qu'on peut les équilibrer ? Je suis pas entièrement convaincu. Je pense qu'il faut qu'ils aient des petits déséquilibres pour qu'ils soient au top de leurs résultats. L'idée, c'est que le cheval, il soit dans un pré avec suffisamment d'hectares pour ne pas avoir à supporter tout ça. Mais bon, ça c'est l'utopie. C'est un peu, ce serait compliqué. Mais c'est marrant d'ailleurs que les personnes qui font de la chasse à court aient recours à la discipline du shiatsu parce que c'est assez traditionnel à la base. Mais c'est génial.
C'est une rencontre. C'est-à-dire que j'ai eu dans mes clients un monsieur qui longtemps est venu se faire réparer parce qu'il faisait de la chasse à courre. Et un jour, il m'a dit « vous devriez venir voir mon cheval, machin, il a une boiterie, etc. On n'en vient pas à bout. » Donc j'y suis allé, et puis voilà, depuis, je traîne dans les chasses à courre. C'est un hasard. Hein. C'est un hasard, hein. C'est toujours un hasard. C'est des rencontres, c'est des réseaux. On connaît des gens, et puis voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Il y a des gens qui vont être plus dans des disciplines particulières. J'ai une de mes élèves qui travaille beaucoup. Elle est anciennement la jockey, entre-auteurs. Elle travaille beaucoup dans la course, parce qu'elle est bien introduite dans la course, quoi. La question que je me posais, du coup, est-ce qu'il y a des désordres qui pourraient être communs entre l'humain et les chevaux? Bah oui, c'est la relation cavalier-cheval, justement. 3/4 des désordres du cheval sont des désordres du cavalier. C'est une projection. Par exemple, si vous avez une hanche droite bloquée, votre cheval, il aura une diagonale gauche. Ouais. Et il aura des boiteries de l'antérieur gauche. Et ça, c'est un grand classique. Donc on va retrouver le cheval, c'est une éponge. Donc si le cavalier est stressé, le cheval sera stressé. Et du coup, il va régénérer. Voilà, donc on va retrouver des choses complètement similaires à un moment donné. Et souvent en traitement de cavalier, on réhabilite le cheval sans avoir touché le cheval. Ouais, je vois. C'est le problème du cheval, hein, c'est sa relation avec l'humain. Hein. Il y a une écurie là où j'allais, enfin j'y vais toujours, mais ça a changé de propriétaire. Et la propriétaire avait fait une chute, avait une blessure de la hanche. Tous ses chevaux avaient la même diagonale. Ah ouais. Alors, et en plus, quand ça peut se vérifier sur plusieurs chevaux, c'est vrai que c'est d'autant plus... Ah ben là, c'est une évidence. Souvent, je vais voir des gens, je les regarde, je regarde leur cheval, je dis, il a du mal, là, il peut pas tourner la tête à gauche. Oui, en effet, voilà, ok. Parce que la personne, on voit qu'elle a un appui pied droit et automatiquement, ça produit des désordres sur le cheval. Bien sûr. Maintenant, pour en revenir à votre parcours, vous avez un diplôme... Ingénierie et conseil en santé active. Oui. Voilà. En quoi cela consiste et qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre parcours aujourd'hui? En fait, ça m'a ouvert beaucoup de questionnements par rapport à la santé en France et dans le monde, parce que quand j'ai fait ce DU, en fait, c'est un DU qui avait été proposé par la CPAM à l'époque. Ils avaient ouvert des centres de santé active en France. Il y en avait une centaine, un par département. Et donc, ils proposaient qu'on vienne dans ce DU. Et moi, j'avais été pris parce que le gars qui avait monté le DU, c'était un karatéka. Et comme j'étais karatéka, il m'a dit, bon, vous pouvez venir. Mais bon, j'étais pas qualifié pour le faire. Hein. Dedans, il y avait surtout des gens, des soignants de la médecine occidentale, la médecine classique, on va dire. Et en fait, moi, ça m'a permis de voir un peu tous les déterminants de la santé, c'est-à-dire les perturbateurs endocriniens, les perturbateurs électromagnétiques, etc. Tout ce qui fait que les gens ne sont pas en bonne santé. Le monde du travail, les risques psychosociaux, tout ça. On a traité tout ça pendant ce DU. Et ça m'a permis de bien comprendre des choses. Par exemple, j'ai fait, dans mon mémoire de DU, j'ai fait un état de la santé déjà, et puis un parallèle entre le Tao et la chronobiologie. Le Tao des Chinois et la chronobiologie. Et c'est infernal de voir comment ça se superpose. De voir que les sécrétions hormonales et enzymatiques, au cours des 24 heures, correspondent à ce que dit le chinois appelle le yin et le yang et le Tao. On retrouve exactement les mêmes choses, avec les mêmes substances qui produisent les mêmes choses. Donc c'est intéressant, ça m'a permis de vraiment avancer dans mon travail de santé. Après, au niveau légal et tout ça, ça apporte rien. Ça me permet pas de faire plus de médecine qu'un autre. Hein. Voilà, mais ça m'a vraiment ouvert beaucoup de questionnements et ça m'a permis de bien comprendre des choses par rapport à ce que le chinois a dit et tous les ponts qu'on peut faire avec la médecine occidentale. Par exemple, j'ai rencontré des choses par rapport aux grandes substances, comme les substances endocriniennes, etc. Après, j'ai approfondi beaucoup l'embryologie pour arriver justement à comprendre comment le chinois il a pondu ses méridiens, par exemple. Mais on est typiquement dans l'embryo, quoi, avec les feuillets, ectoderme, mésoderme, endoderme, etc. Et on va trouver tout ça. Le chinois, il les a appelés autrement, c'est tout, mais on dit exactement la même chose. Donc c'est une méthode très scientifique, en fait, quoi qu'on en pense. Longtemps, on a pensé que c'était quelque chose d'assez ésotérique, la médecine chinoise. Or, en fait, c'est une médecine très pragmatique. Vous savez, le chinois ou le japonais, c'est des gens pragmatiques. On peut pas, par exemple, dire bon appétit à un japonais s'il a pas une assiette devant le nez. Nous, on peut se dire bon appétit, puis partir, puis pas manger, par exemple. Le japonais, non. Quand il dit bon appétit, c'est qu'il va manger quelque chose.
Non, mais c'est vrai que je pense que ce qui peut mettre une distance certaines fois avec, ou qui a mis une distance aussi avec ces pratiques, c'est qu'en effet, on a des différences de culture et que nous, par exemple, en France, tout ce qui va être lié à la médecine, auparavant, on avait des termes, qui sont vraiment très techniques, je sais pas comment dire, cartésiens et autres, et ça a peut-être une consonance, pour les termes qui sont employés en chinois, une consonance qui est plus, je sais pas comment dire, exotique et auquel on était moins réceptif avant et du coup dans lesquels on s'imaginait des traditions. Ouais, mais parce qu'en fait, les gens, ils se sont pas amusés à traduire les idéogrammes, par exemple. Ce que je me suis amusé à faire. Et quand vous traduisez les idéogrammes, d'un seul coup, vous vous rendez compte de quel sens ça a profondément, en fait. Par exemple, il y a un point sur le postérieur qui s'appelle Cao Hai, c'est-à-dire l'océan de lumière. Eh bien, ce point, c'est RIN6, et ce point, il permet de produire la mélatonine. Or, la mélatonine, on la produit quand on a stocké de la lumière. Vous voyez, c'est intéressant de se rendre compte que le chinois, il y a 5000 ans, et peut-être plus d'ailleurs, parce que il l'a écrit il y a 5000 ans, donc il a sûrement dû y penser avant, il avait déjà compris que la mélatonine était produite quand on captait de la lumière et que ça nous permettait de nous reposer. Donc ce point, Cao Hai, il permet de fermer les yeux le soir. Vous voyez, c'est impressionnant. Enfin, moi, Ah oui, non, mais c'est fascinant. Ça me passionne. Et donc, si on s'amuse à aller au fond des choses, on verra qu'on est très très proche de notre médecine dite scientifique. Et même que notre médecine traditionnelle, qui existait bien avant la médecine scientifique, nous dit, dans notre vocabulaire de tous les jours, des réponses à la maladie, à la santé, etc. Par exemple, quand on dit avoir les foies, ça veut dire qu'on a peur. Or, les foies, c'est les poumons, c'est les foies blancs qui se vident de leur sang quand on a peur, parce que le sang descend dans le bas du corps. Voilà. Donc, on dit la même chose que le chinois. On dit la peur fait descendre le qi. Bah, c'est la même chose. On le disait nous avant. Sauf qu'on l'a oublié pour une médecine plus scientifique. Et je mets des guillemets de chaque côté de scientifique, parce qu'on en est très très loin de la scientifique. Ouais, non, c'est sûr. En tous les cas, ce que je trouve passionnant dans votre parcours, c'est que vous vous intéressez vraiment à l'étymologie des choses et des différentes médecines, etc. Et que vous avez vraiment une recherche profonde par rapport à ce que vous pratiquez et autres. Et d'ailleurs, vous êtes aujourd'hui auteur de 16 livres. Pourquoi avez-vous souhaité écrire et qu'est-ce que vous souhaitiez transmettre aux lecteurs ? Je vous disais tout à l'heure que mes premiers bouquins, je les ai écrits parce qu'en fait, moi, quand j'ai voulu approfondir un petit peu, parce que j'ai appris le shiatsu sur le tas. Pendant le karaté, il n'y avait pas de bouquins, il n'y avait pas de théorie, etc. On faisait du shiatsu. Et quand j'ai voulu approfondir un peu, j'ai trouvé que des bouquins en japonais ou en américain. Voilà. Parce que tous les maîtres, ils étaient partis aux États-Unis, donc ils ont publié en américain. Donc, j'ai essayé de faire un bouquin en français, déjà, pour montrer un peu les fondements de cette technique. Et puis surtout que le shiatsu, ça commençait à sortir dans le public et que on commençait déjà à perdre l'essence du shiatsu. Déjà, à ce moment-là, déjà au début. C'est-à-dire que dès que des gens ont voulu faire du shiatsu, ils ont fait un truc qu'ils ont vu, plus ou moins bien compris, avec pas les fondamentaux qui sont placement, déplacement, respiration. Au départ, les gens qui faisaient du shiatsu, c'était tous des gens des arts martiaux. Tous. Judo, aikido, karaté. En gros, c'était les trois branches qui fournissaient des praticiens de shiatsu. Et puis après, c'est passé dans le public. Et là, on a trouvé des gens qui avaient lu un bouquin, qui avaient fait 3 stages, machin, tout ça, qui avaient pas les fondements et qui diffusaient tout et n'importe quoi. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai sorti mon premier bouquin. J'étais à l'époque chargé de la commission pédagogique de la Fédération française de shiatsu traditionnel. Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai sorti mes bouquins. D'ailleurs, ils étaient estampillés FFST à l'époque, ces bouquins-là. Et ça a été, en fait, le manuel de pratique du shiatsu pour cette fédération. Donc, c'était un manuel. Au départ, c'était vraiment un outil de travail. Et puis, après, j'ai refait des bouquins pour qu'ils soient plus beaux. Au départ, ils étaient noirs et blancs. Après, ils ont été en couleur, etc. Puis après, j'ai commencé à écrire pour le cheval. Et là, il y avait un gros travail à faire. Il y avait rien. Ni Christelle Pernaut, qui à l'époque où elle était avec moi dans mon école, a écrit son premier petit bouquin qui s'appelait Initiation au shiatsu equin. Donc, mais qui était une vitrine pour son école en fait, qui était pas très poussée au niveau de la pratique, tout ça. Il y avait pas de protocole dedans, tout ça. Donc moi, en 2006, j'ai sorti un premier bouquin avec tout un protocole décrit en images pour que les gens y regardent le placement, etc. Et puis bon, ça a servi aussi de support de cours dans mon école. Moi, en fait, mes bouquins, c'est des supports de cours. Puis là, récemment, j'ai fait un grand bouquin sur les méridiens et les points d'acupuncture, parce que pareil, il y a tellement de choses qui se disent
des bruits qui courent, qui n'ont pas de sens, qui sont pas fondés, qui n'ont pas été basés sur des traductions de livres. Moi, j'ai eu la chance d'avoir des sources japonaises, des bouquins japonais. Alors, j'ai traduit les points sur les petits chevaux, je me suis amusé à ça. Après, j'ai placé dessus la transposition des méridiens de l'humain sur le cheval. C'est pour ça qu'on voit deux planches, deux grandes théories de points, en fait. Il y a une théorie qui est, en fait, la transposition de l'humain sur le cheval, qui vaut ce que ça vaut, en fait, qui est pas d'une grande réalité physiologique, puisque le cheval, il est posé sur un doigt, sur le majeur, et nous, on a 5 doigts, et on est posé sur nos pieds, on a les bras en l'air. Enfin, voilà. Il y a tellement de choses comme ça qui appartiennent au cheval. Et j'ai eu la chance d'avoir des planches originelles d'un rouleau du XVe siècle, avec dessus les points d'acupuncture, de l'acupuncture vétérinaire chinoise. Donc là, on est sûr que ces points-là, ils sont là, je les ai traduits. Donc les noms, c'est ça. On dit point chou du poumon, il est placé à cet endroit-là et pas ailleurs. C'est pour ça qu'il y a des divergences d'opinion sur le placement des points sur le corps, parce que il y a des gens qui utilisent uniquement la transposition de l'humain et d'autres qui utilisent le placement de la médecine vétérinaire. Voilà pourquoi j'ai écrit des livres, en fait. Au départ, c'était vraiment des supports de cours. Puis maintenant, il y en a plein. Ouais, en tous les cas, c'est vraiment génial de pouvoir faire ça et d'explorer des sujets profonds. Moi, j'ai la chance aussi de faire que ça depuis très très longtemps maintenant. Vous voyez, mes bouquins, ça fait 20 ans que j'en écris. Donc en 20 ans, il se passe des choses. On a le temps d'écrire, on a le temps de réfléchir, on a le temps de corriger, de se dire ah bah ouais, j'ai dit ça, mais est-ce que c'est vraiment voilà. J'ai des discussions parfois avec d'autres personnes qui me disent ah ouais tiens finalement peut-être que ta source était pas si bonne que ça, peut-être aller fouiller un peu plus loin et essayer de trouver d'autres sources. Voilà, c'est comme ça que ça avance quoi. Et en équin justement, il y a un gros travail à faire. Tout est à découvrir. Tout. Celui qui veut s'y mettre, moi j'ai un âge avancé quand même. Je pense que j'aurai pas le temps de tout faire, mais il y a encore du taf. Celui qui veut, il peut. Il y a à comprendre des choses. Faut pas désespérer, il y a du travail encore. Celui qui voudrait vraiment faire un travail de profondeur, il y a de quoi chercher. La possibilité de se lancer. D'accord. Par exemple, par rapport à l'embryologie du cheval, par rapport à la neurophysiologie du cheval, il y a peu de travaux de fait. Nous, on va voir là, parce que dans mes élèves, j'ai un vétérinaire de clinique réputé de Chantilly, et donc qui a des outils de diagnostic, de bilan, avec qui on va pouvoir tester des points en direct, voir quel effet ça produit en imagerie. Ça peut apporter beaucoup de choses, en fait. C'est vraiment intéressant d'avoir deux casquettes comme ça, notamment celle médicale, c'est... Ah bah oui, là, oui. Mais c'est quelqu'un qui est très ouvert, parce qu'il s'est rendu compte que sa médecine avait des limites, donc il a été chercher autre chose ailleurs. Qu'est-ce que j'ai pas compris dans ma médecine, quoi. Donc ça demande une sacrée intelligence déjà. C'est sûr, c'est la recherche et remise en question, c'est intéressant, oui. Donc, comme vous le disiez, vous avez beaucoup d'inspiration japonaise et je crois que vous avez beaucoup voyagé au Japon. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos voyages et ce qu'ils vous ont apporté aujourd'hui ? À une époque, j'allais au Japon, en fait, parce que j'avais encore un de mes profs qui était là-bas. Donc, maintenant, j'ai plus de profs. Donc, là, je pense que je vais peut-être moins y retourner. Moi, j'ai rencontré là-bas des gens. Ça m'a conforté dans notre pratique. On a un shiatsu qu'on a beaucoup modifié par rapport au shiatsu japonais. Et ça m'est arrivé de faire du shiatsu à des japonais, à des thérapeutes de shiatsu japonais. Ils m'ont dit « Ah, ton shiatsu, il est enveloppant, il est très complet, etc. » Et donc, pour eux, ils sont plus dans un shiatsu symptomatique. L'école Namikoshi, par exemple, parle pas de méridien et tout ça, ils parlent de neurophysiologie. Et donc, ils aiment bien cette forme de shiatsu à l'occidental, en fait, où on est moins dur, on rentre moins dans les points, etc. On est plus à l'écoute, on est plus dans le parasympathique que justement dans la recherche de production d'endorphines. C'est deux méthodes qui se valent, mais il y en a une qui est beaucoup plus adaptée à l'occidental, qui supporte moins la douleur que le japonais, en fait. Donc, ça m'a conforté dans ce sens-là, parce que je me suis dit qu'on n'était pas un sous-shiatsu. Le shiatsu français est vraiment de très très bonne qualité. Donc, c'est rassurant. Mais on l'a occidentalisé, on l'a modifié. Mais c'est bien, il faut s'adapter aussi. Le shiatsu, c'est quelque chose de vivant, ça bouge tout le temps, c'est pas figé. C'est un peu la discussion que j'ai avec certains thérapeutes qui sont figés dans leur apprentissage, où on leur a dit, où ils disent moi mon prof il m'a dit de descendre les yang et monter les yin. Mais bon, il faut grandir, monsieur, un jour peut-être. Il faut se poser ses propres questions et puis se dire est-ce que je pratique comme ça, est-ce que je pratique comme ça.
Voilà. Qu'est-ce qui me correspond, ouais, c'est sûr. Faut pas rester figé, quoi. Tout à fait. Vous êtes passionné de philosophie orientale, je crois. Ouais, c'est tous ces auteurs japonais, chinois qui ont une perception du monde. En fait, philosophie, ça veut dire Weltanschauung, c'est la vision du monde. Donc c'est une vision très particulière parce que on n'a pas la même culture, on regarde pas les choses de la même manière. Par exemple, quand vous regardez un tableau chinois, l'homme est tout petit dedans, il est minuscule, la nature est énorme. Et c'est cette vision-là que j'aime beaucoup. Donc je lis beaucoup d'auteurs japonais. J'ai lu très longtemps des auteurs chinois, la philosophie chinoise, la philosophie orientale, c'est passionnant. Lao Tzu, par exemple, Lao Tzu qui vous répète 81 fois la même histoire pour que à la fin vous arriviez à comprendre. Il dit 81 fois la même chose. Hein. Dans le Tao Te Ching, là, il dit tout le temps pareil. Mais moi, mes profs, ils m'ont appris comme ça aussi, hein. C'est-à-dire qu'ils m'ont répété, sans jamais expliquer. Mon prof, il disait, karaté, c'est comme couper carotte. Vas-y, essaye de comprendre comment tu dois la couper, la carotte. Et puis, petit à petit, on se dit, ah ouais, mais tiens, et si c'était un geste de tous les jours? Voilà. Donc, karaté, c'est un geste de tous les jours. Ça, c'est de la philo, ça. C'est une autre manière d'éduquer et qui permet justement le questionnement, la remise en question, donc... Ouais, puis quand on a pris comme ça, en fait, tout ce qu'on a appris, on l'a appris avec ses tripes. Et il arrive même à un moment où on croit qu'on l'a inventé. Et en fait, quand on regarde derrière, on se dit « Ah mais non, il me l'avait déjà dit. En fait, j'ai rien inventé. Simplement, je l'ai compris. Mais je l'ai compris tellement avec mes tripes que je crois que c'est moi qui l'ai inventé. » Ouais. Donc c'est profond. Eh bien, je vous remercie Hervé pour tout le savoir que vous nous avez transmis. C'est vrai que pour ma part, j'en avais entendu parler, mais j'avais pas réellement étudié le shiatsu, donc ça a été vraiment pour moi enrichissant comme échange. Et je vous remercie d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc voilà, c'était un grand plaisir pour moi. Merci de m'avoir sollicité parce que ça m'a permis de dire des choses que j'ai toujours envie de dire. J'ai envie de partager. J'ai envie que les gens ils aient une vraie compréhension de ce que c'est que le shiatsu. Et c'est vraiment c'est assez mal diffusé globalement, on va dire. C'est pareil dans les apprentissages, ce que je vous disais tout à l'heure. Vous voyez par exemple en shiatsu Eikin. Le shiatsu Eikin, il est arrivé en 2002 en France. Depuis 2002. On arrive maintenant à des 3e, 4e génération de praticiens. C'est-à-dire que il y a un prof qui a formé un élève qui est devenu un prof, qui a formé un élève qui est devenu un prof. Au bout, qu'est-ce qui reste dans la diffusion? À un moment donné, je pense que c'est trop rapide, quoi. La transmission est trop rapide. À un moment donné, il faut qu'il y ait du recul plus que ça. Ouais, mais c'est le but du jeu aussi de partager justement. C'est comme ça qu'on a créé la fédération France Shiatsu. C'est pour justement que il y ait des échanges qui se produisent. À un moment donné, il faut faire intervenir d'autres gens avec d'autres méthodes et voir comment on peut intervenir en symbiose. Voilà, faire des synergies avec d'autres techniques. Voilà, il faut rester très très ouvert en fait. C'est pas facile toujours hein, parce que il y a de l'ego, il y a beaucoup d'ego. Ouais, et puis pas par la même personne, ça a aussi tout son intérêt parce que la vision est différente, donc c'est bien en effet oui de partager et d'avoir des recherches qui soient diverses aussi, des fondations diverses. Il faut vieillir pour ça. Le temps apportera peut-être les solutions. Peut-être. Faut espérer. Il semblerait que les belles choses ont une fin. J'espère que cet épisode vous a captivé autant que moi. J'ai acquis des connaissances grâce à Hervé, qui s'est livré à nous sur son métier de passion. Je tiens sincèrement à le remercier d'avoir pris de son temps pour nous partager son savoir. C'est toujours un plaisir pour moi que de vous transmettre ces échanges qui m'étonnent tous autant les uns que les autres. Et d'ailleurs, je vous sollicite pour me faire part de vos impressions, car cela me permet de faire avancer le podcast et c'est là ma volonté première. J'attends le prochain épisode avec impatience et j'espère que c'est pareil pour vous. Alors pendant ce temps, profitez de vos cheveux, prenez soin de vous et à très vite.